Le Raid Mauritanie sur la route des morts, c'est la deuxième édition qu'on fait. La première édition, ça s'est très bien passé. On est en voyage, c'est du voyage, c'est de la découverte aussi. Avec ses océans de dunes, ses caravanes de chameaux, ses cités de pierre et ses palmeraies, la Mauritanie, et plus particulièrement l'Adrar, fut longtemps la destination rêvée des passionnés de désert. Rendue inaccessible par la menace terroriste, elle se rouvre depuis plusieurs années aux voyageurs en toute sécurité. « 330 km, navigation, donc on ne va pas rouler à la queue leu-leu. La condition, il faut être minimum à 2 et vous avez les waypoints. Aujourd'hui, navigation, donc ça veut dire avec Valérie engueulade, c'est tout. Et dans tous les cas, moi je reste derrière avec ça. Dès les premiers kilomètres, le ton est donné. Nous pénétrons dans un désert qui recouvre les 3/4 de cet immense pays d'1 million de kilomètres carrés. La navigation se fait au cap, en nous guidant à l'aide des waypoints que nous avons chargés dans nos GPS. L'absence de relief nous permet de rouler à vue les uns des autres. La pause café du matin, c'est l'occasion pour chacun d'ajuster la pression de ses pneus au terrain rencontré. Aujourd'hui, le sol est roulant et porteur, ce ne sera pas toujours le cas. Pour le moment, il s'agit d'un simple dégonflage qui a surtout pour but de nous apporter un peu plus de confort. À l'horizon, les grandes plaines se succèdent, parsemées d'herbes à chameaux, plus connues sous le nom de touf-touf. Première matinée en hors-piste et déjà une première rencontre avec des orpailleurs. Depuis 2016, la Mauritanie connaît une ruée vers l'or inédite sur son territoire. Dans un pays où le taux de chômage est élevé et la vie difficile, l'orpaillage est non seulement autorisé, mais encouragé par le gouvernement. En Mauritanie, si vous sentez le sol vibrer sous vos pieds, attendez, écoutez, un train arrive. Ce convoi hors norme circule sur l'unique voie ferrée du pays qui relie le port de Nouadhibou au complexe minier de Zouérat. Avec ses 20 000 tonnes, il a longtemps détenu le record du train le plus long du monde, plus de 2 km pour 200 wagons. Avec son apparente lenteur, il lui faut 15 à 20 heures pour parcourir une distance de 650 km. La route des morts, c'est un raid saharien. Comme tous les voyages sahariens, on est dans de grands espaces. Il y a un sentiment de liberté incroyable. Et la plus grande particularité, c'est qu'on passe du désert, du Sahara, du Sahel, à l'océan Atlantique, au banc d'Arguin. Sur ce raid, on donne une grande liberté de circuler aux participants en faisant des étapes navigation. C'est assez agréable et apprécié par les participants. On fournit des waypoints sur un itinéraire d'une journée. Le bivouac est défini au départ. Il y a certains points de regroupement où on se retrouve par mesure de sécurité, mais on reste très proche. Il y a certaines conditions, il faut quand même avoir une radio VHF qui fonctionne bien, un bon GPS, et voilà, après c'est que du bonheur. Isolé en plein désert, avec ses 633 mètres de haut, Ben Amira est le 3e plus grand monolithe du monde après l'Uluru et le mont Augustus en Australie. Pour les habitants de cette région, cette montagne qui semble sortie de nulle part serait plus grande encore qu'Uluru car le sable qui l'entoure nous empêche d'en connaître la véritable hauteur.
C'est au pied de sa petite sœur Ben Aïcha, qui culmine à 450 mètres, que nous viendrons chercher la protection du vent et y passer la nuit. Dès qu'on démarre, on va aller voir de très belles sculptures faites par des artisans, des artistes plutôt. C'est du sable assez mou. Donc je pense que là on va démarrer à 1,5, mais si nécessaire que vous dégonflez encore plus, tu as raison, rip 3. Nos voitures semblent minuscules au pied de ces immenses rochers. Nous nous dirigeons vers une galerie d'art en plein air, car ce monolithe abrite depuis 1999 des dizaines de sculptures taillées dans sa pierre. À l'époque, coupés du monde pendant plus d'un mois, une vingtaine d'artistes venus des 5 continents ont pu immortaliser ici leurs œuvres sur le thème de la paix. Sur ce site à l'apparence désordonnée surgissent des formes étonnantes et sensuelles qui reprennent parfois la légende du mégalithe. L'histoire raconte qu'Aïcha, épouse de Ben Amira, avait pris un amant à l'absence de son mari. À son retour, Ben Amira la chassa et garda les 2 enfants. Tous les 4 se figèrent alors en pierre. Si les dromadaires sont omniprésents, champions de la survie en milieu hostile, ils ont perdu la bataille du transport des hommes et des marchandises. Aujourd'hui, ils sont élevés pour leur viande et leur lait. On estime leur population entre 1,5 million et 2 millions d'individus. Encore du sable et des slaloms entre les touf-touf pour atteindre la cité minière de Zouérate, 3e ville du pays et point de départ du chemin de fer qui transporte le minerai jusqu'à la mer. Quelques courses dans les rares épiceries locales, plein d'eau et de gasoil pour tous, l'occasion de comparer nos consommations respectives, et nous repartons pour un bivouac dans les dunes de l'Ergemacter. T'as mis combien de vines sur Patrick? De vin. Pareil. Bonjour, bonjour. Bonjour, ça va? Et hier, on a bien dormi, il n'y avait pas de vent. Pas de bruit, pas de Inch'Allah ce soir. Inch'Allah. Voilà. Café c'est à 10h, midi, À déjeuner. 10 heures. D'ailleurs, ton moteur il s'arrête automatiquement. Allez, bonne journée. Je vous souhaite une très bonne journée les amis. Ce matin, le sable va en surprendre quelques-uns. Ce n'est pas la taille des dunes qui en fait leur difficulté. Dans cette partie de l'Ergue, c'est le vent, omniprésent à cette période de l'année, qui a créé des zones molles là où on ne s'y attend pas. Est-ce que tu as enclenché les cours? Très bien, nickel. Alors, on sort les sangles et sous la direction de Mus, après plusieurs tentatives, nos pachydermes s'arrachent péniblement de ce piège. Encore fallait-il se mettre d'accord entre tireurs et tirés. Qu'est-ce qui se passe? T'arrives pas à tirer avec ta voiture? Non, apparemment il avait enclenché la marche arrière, donc faudrait se mettre en marche avant tous les deux. Tu voulais essayer de tracter la voiture d'Alain en marche arrière? Oui, c'est ça. Je sais pas, j'ai vu, c'était un Belge, alors j'ai dit, histoire de Belge, au lieu de qu'il me tire en avant, je le tire en arrière. Ça n'a pas marché. Après cet intermède, la progression vers l'Ergue commence vraiment. Les premières erreurs nous ont servi de leçon. Nous nous imprégnons doucement de la beauté du paysage traversé. Nous naviguons dans un océan de dunes. L'Ergemacter, au pied du massif montagneux de l'Adrar, est un magnifique cordon dunaire qui s'étire en direction de l'Algérie, à l'est. La conduite est technique, il faut chercher les bons passages pour ne pas se faire piéger à nouveau. Un moment de répit quand le sable laisse la place aux cailloux, et pour quelques instants, c'est l'occasion de relâcher un peu notre concentration et pour nos moteurs de redescendre en température. Face à ces espaces immenses qui se découvrent sous nos yeux, un sentiment de liberté nous envahit,
Nous réalisons pourquoi ceux qui ont choisi comme nous de venir en Mauritanie y retourneront un jour. C'est la découverte des grands espaces avec de la liberté, avec une variété de paysages entre le matin et le soir, c'est pas la même chose. Ça change tout le temps, quoi. Donc c'est vraiment c'est intéressant. C'est sauvage, c'est qu'il y a quand même des règles à respecter, il y a des choses. Et malgré tout, on ressent de la liberté, quoi. Et on est encadré par quelqu'un qui est chez lui, quoi, qui connaît parfaitement ce milieu-là. Et il donne la possibilité justement aux participants de se sentir libre, quoi. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. La fin de la journée se terminera comme elle a commencé, par des ensablements. Pour que tout cela reste du plaisir et que les difficultés ne se transforment pas en grosses galères, l'entraide est toujours présente. Mais l'importance d'avoir une assistance de qualité est primordiale. Mon rôle, c'est d'assister les gens. S'il y a une panne, s'il y a un problème, à donner un diagnostic sur la mécanique. Je fais ça, je fais la mécanique. Quand quelqu'un est tanké, il faut que je les aide à se sortir. Voilà, mon rôle, c'est d'assister Mousse. Les risques, c'est que quelqu'un qui casse de la mécanique, quelque chose d'important, qu'on est au milieu des dunes, c'est de le sortir. Ou des fois, c'est arrivé de démonter la pièce sur un véhicule qui sortait du secteur de dunes. J'allais le remonter sur l'autre pour qu'il puisse sortir. La Mauritanie est un pays où on roule beaucoup sur du sable et donc je suis là pour déceler s'il y a des bruits et d'intervenir dès qu'il y a quelque chose pour ne pas abîmer davantage la mécanique. Il faut, sur des raids comme ça, il faut qu'il y ait un mécano. Si une assistance mécanique efficace est l'une des conditions de réussite de ce type de voyage, l'ambiance au bivouac en est une autre. Elle était au rendez-vous. Regardez, hop. De la purée mousseline. Les chauffeurs sont occupés à gonfler, à préparer le côté technique. Et mesdames, copilotes, elles ont pris les notes et voilà. Donc en Mauritanie, c'est un désert quand même assez vaste. Il n'y a pas vraiment de complications, mais c'est agréable à naviguer. Ça fait que le copilote est toujours là à être impliqué et tout. C'est assez sympa. J'aime bien guider Alain, ça m'occupe un peu dans la voiture entre les sauts. Et puis ça donne un sens. Là je m'entraîne sur les dunes et trouver des passages et j'aime beaucoup. Le vent de sable qui s'est levé dans la nuit va rendre la navigation plus difficile en raison d'une mauvaise visibilité. Pour atteindre l'objectif de ce début de matinée, nous roulons sagement les uns derrière les autres. On le croirait tout droit sorti du désert des Tartares, le fameux roman de Dino Buzzati. Sous nos yeux surgit un ancien fort colonial français encore bien conservé aujourd'hui. Et si le fantôme du lieutenant Drogo hante peut-être encore ces lieux, l'armée mauritanienne, elle, l'a utilisé jusque dans les années 2000. À l'abri du vent toujours bien présent, c'est l'heure de la pause. Nous en profitons pour regonfler nos pneus, la piste redevenant caillouteuse et piégeuse. À l'intérieur du fort, le décor et l'ambiance se prêtent aux photos souvenirs et aux premières confidences du voyage. Donc là c'est top parce que là j'ouvre et on n'est pas obligé de se suivre à la queue leu. Ça j'adore parce qu'on a beaucoup de liberté comme ça. Tout en ayant une sécurité parce que Mousse nous demande régulièrement si ça va et voilà, s'il nous entend pas, voilà, tout de suite il est là à la radio. J'adore parce qu'on peut naviguer en toute confiance. Pour l'instant, c'est entre les pierres, parfois cachées sous le sable, qu'il va falloir naviguer avec prudence. Au
bord de la piste, des gravures rupestres en partie ensevelies témoignent du riche passé pastoral de cette région. Toute la journée, le sable alterne avec les cailloux. Ergues et règues se succèdent à perte de vue. Le passage des petites dunes se fait sans difficulté, le sol est porteur, le rythme est bon. Comme souvent l'après-midi, le vent se renforce, noyant le paysage dans une brume orangée qui limite la visibilité et incite à rouler groupé. Dans cette ambiance parfois irréelle, seule la silhouette des dromadaires se détache sur l'horizon. Ce soir au bivouac, abrité du vent par des murets providentiels, ce sera mécanique sous les yeux d'un nomade intrigué par notre présence. Là, on va passer sur une autre phase du voyage où il y a des rencontres. On va voir ce peuple, comment ils vivent et tout, c'est assez intéressant. La Mauritanie a toujours été réputée pour son hospitalité et son accueil. Il y règne un esprit de partage et de respect des cultures. Ici, la rudesse du désert et l'immensité de ses paysages contrastent avec la gentillesse de ses populations. Aujourd'hui, le vent ne s'est pas levé, mais l'atmosphère est encore chargée de poussière. Dans cette lumière matinale, des enfants arrivent à pied de parfois très loin pour se retrouver dans une classe unique qui accueille filles et garçons. La lutte contre la déscolarisation est une des priorités du gouvernement. Échange et partage, encore un moment qui restera gravé dans nos mémoires. La Mauritanie est une usine à créer des souvenirs. انجز العمليات التالية. Nous ne dérangerons pas plus longtemps ces jeunes élèves studieux et nous prenons la direction d'un lieu qui fut pendant longtemps une énigme pour les scientifiques. Mesurant 50 km de diamètre, c'est seulement de l'espace que l'on peut découvrir pleinement cette étonnante structure géologique surnommée l'œil de l'Afrique. Née il y a 100 millions d'années, elle résulte d'un phénomène volcanique géant qui s'est lentement érodé avec le temps. Décidément, la Mauritanie réserve bien des surprises. La surprise suivante ne se fait pas attendre longtemps. À quelques kilomètres de là, nous découvrons Ouadane, une cité fondée au XIIe siècle. Le vent n'a pas faibli. Dans ces conditions, il faut adapter le programme prévu et prendre les bonnes décisions. Il y a 3 jours de vent. Il y a des rafales quand même importants. C'est pas sécurisant et de faire les 2 jours de dune. Donc ça, on le fait pas. On peut pas. Avant les pauses et les... Après une pause déjeuner rafraîchissante, les plus motivés partent à la découverte du Ksar de la ville, classé au patrimoine mondial de l'humanité. En son temps, Ouadane était un important centre culturel et religieux qui attirait les érudits de l'islam.
Sa splendeur passée se reflète aujourd'hui au travers de ses ruines en cours de restauration. Le bivouac de ce soir est remplacé par une nuit dans une auberge réputée, accompagnée d'un excellent repas. Inch'Allah, ça va le faire. Il y a 80 km en tout de dunes jusqu'à Chinguitti. Les dunes de la Mauritanie sont connues, hein, mais vous verrez en image. Direction Chinguetti, au Cap, à travers de vastes étendues sableuses alternant pistes effacées et hors-pistes roulant. Une pause dans un campement pour réparer une crevaison et comme souvent les femmes accourent et s'installent à côté de nous dans l'espoir de nous vendre un peu de leur artisanat, sans jamais nous solliciter. Et le thé est toujours offert. Le sable dur cède la place au sable mou. Il faut à nouveau chercher le bon passage. Avec un véhicule peu chargé et un bon coup de volant, Serge en bon Saint-Bernard est toujours là pour nous aider. À l'abri du vent, Mus en profite pour nous redonner quelques conseils bien utiles. Pour ne pas s'ensabler, en général, dès qu'on sent que ça passe pas, on commence à s'ensabler, quand c'est mou, on s'arrête, on passe les courses, on fait une petite marche arrière, et en général ça passe, à la façon Touareg. Il y a une règle aussi, pour éviter les dévers, prendre toujours bien droit, monter et descendre bien droit. Après, il ne faut pas hésiter de se mettre bien dans l'axe, faire un tour et prendre bien droit. Donc les dévers, c'est pas beau. Hein. Avec une conduite énergique et efficace, Philippe et Valérie, dans leur pick-up avec cellule, franchiront avec succès ces passages difficiles. Nos vieux 80 ne sont pas en reste, mais parfois il faut penser à bien remonter sa vitre. Quand je vous dis que j'ai des sabres dans les la proverera les sabres dans les ça c'est pour faire le ciment, Je vais gonfler un petit peu. En compagnie d'un ancien rencontré en chemin, nous entrons dans Chinguetti. Ça va, très bien. Si la première Chinguetti, fondée en 767, a totalement disparu, une seconde ville, surnommée aujourd'hui la Vieille Ville, créée au XIIIe siècle, fut longtemps un carrefour caravanier entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. Chinguetti était un lieu où convergeaient philosophes, docteurs, juristes et savants en quête de connaissances. Bonjour. Au début, je souhaite la bienvenue. Merci. Bonjour. Dans la bibliothèque de Al-Habot, bibliothèque familiale. Et la plus vieille bibliothèque à Chinguetti est plus grande et plus riche de savoir. Et cette bibliothèque est fondée depuis 200 ans. De son lustre d'antan, il ne reste qu'une dizaine de bibliothèques renfermant des milliers de manuscrits dont les plus anciens remontent au IXe siècle. La bibliothèque Habot est la plus prestigieuse. Elle abrite des collections très rares, classées dans de simples cartons à archives, dans l'attente d'une hypothétique restauration. Sous nos yeux émerveillés, défilent religion, astronomie, médecine, mathématiques. Avec peu de moyens, ces quelques bibliothèques tentent de préserver un héritage familial, parfois rongé par les termites. Le temps semble ici suspendu. Nous finirons notre visite dans les ruelles désertes, où il fait bon se perdre au coucher du soleil.
Ce matin, c'est un vent de tristesse qui souffle sur le briefing. Par mesure de sécurité, Christina et Alain qui ne vont pas continuer avec nous l'aventure. Enfin, j'espère qu'on verra sur d'autres voyages, d'autres aventures. L'essentiel, c'est que vous soyez en sécurité. Vous remontez le maximum vers le Maroc. Et moi, je ne voulais pas faire de briefing aujourd'hui. Moi, quand il y a des moments comme ça, j'ai pas trop de paroles, j'ai pas trop de mots, je sais pas. Hein. Et je suis un grand garçon, je pleure pas. Nous repartons sans Christina et Alain, leur voiture ayant subi des dégâts importants au passage d'une mauvaise barcane les jours précédents. Le voyage se termine ici pour eux, le nôtre continue, avec la rencontre d'une famille de nomades. Cap au sud, toujours, nous empruntons de belles pistes sablonneuses à souhait, mais faciles et roulantes. La Mauritanie, c'est encore une fois le plaisir de conduire dans de vastes étendues sauvages et dans une liberté totale. Le vent nous a quittés, la chaleur et le soleil nous incitent à chercher de l'ombre. Nous la trouverons dans cette oasis pour notre pause du midi, où même nos voitures profiteront de l'ombre dispensée par les palmiers. Le repas terminé, Mus nous propose de l'accompagner avec maillot et serviette pour une baignade inattendue. Le désert réserve bien des surprises et le bain dans l'eau fraîche de cette guelta sera le bienvenu pour nous. Bonjour. En quittant l'oasis, nous retrouvons le goudron pour quelques kilomètres. En peu de temps, le paysage a complètement changé. Tapis au fond d'un canyon, c'est une halte paradisiaque qui nous attend. Cette palmeraie abrite une source chaude aux vertus réputées curatives. De quoi nous faire oublier un instant que nous sommes en plein cœur du Sahara. Allez. La Vallée Blanche est un lieu mythique et magique à la fois. Imaginez un immense boulevard de dunes cerné par deux imposantes falaises. En traversant la Vallée Blanche, vous serez saisi par une incroyable impression de grandeur. Cette oued dans laquelle nous roulons est l'un des plus vastes de l'Adrar. Pendant la saison des pluies, son débit est très important en cas de précipitation. Le nom de Vallée Blanche lui vient ainsi de son sable très clair, car souvent lessivé par l'eau de pluie. Quelques kilomètres plus tard, un autre site offre l'un des plus beaux panoramas de la région, la passe de Tifoujar. Cette passe, redoutée des concurrents du Paris-Dakar, est complètement ensablée. Ce sera l'un de nos plus beaux bivouacs, avec au menu un excellent tagine fait maison. Le problème, c'est casé ça. C'est ça, ils savent. Là, juste avant de la passe, on est arrêté avec eux. Après une nuit réparatrice, c'est avec sa plus belle coupe de cheveux que Mus nous expose le programme du jour. Dans l'oued et bien suivre les waypoints et les traces.
Un dernier shopping pour Franck et nous redescendons la passe. La lumière du matin apporte une touche supplémentaire à la magie des lieux. Dans ce petit village de la Vallée Blanche, nous sommes attendus par Riccardo et Fatimatou, son épouse. Riccardo est italien, il était photographe pour de grands magazines. La beauté de cette région a été un coup de foudre et il a tout quitté pour venir s'y installer. Il y a même rencontré l'amour. Aujourd'hui, il est le père de 3 enfants. Encore un moment émouvant et hors du temps que nous partageons tous ensemble autour du traditionnel verre de thé. Le temps d'admirer la dextérité de Fatimatou et c'est l'heure du départ. Nous resterons un long moment sous le charme de cette rencontre. Cap à l'ouest, nous prenons maintenant la direction de l'océan Atlantique et le tracé est parfois piégeux. Les paysages se succèdent, plus variés les uns que les autres. Des palmeraies verdoyantes émergent au milieu des dunes. Le contraste entre le sable et la roche est saisissant. Nous rattrapons une caravane de nomades qui avance dans l'air brûlant. Ce genre de rencontre nous fait à chaque fois prendre conscience de la chance que nous avons de vivre un tel voyage. Avec ces changements de relief fréquents, il faut choisir une bonne pression pour ces pneumatiques. Dégonflé est parfois indispensable pour le sable, mais l'alternance avec la rocaille met à mal les carcasses et la vigilance doit être permanente sous peine de sanctions brutales. Cette fois-ci, nous passerons tous sans encombre. L'Ergamatlich est un long cordon dunaire de 150 km coincé entre les plateaux de l'Adrar. Le sable est mou, nous cherchons le bon passage dans ce labyrinthe de dunes. Les Mauritaniens sont chaleureux et curieux, c'est donc à notre tour de prendre la pause avant d'être accueillis à l'ombre de leur grande tente pour faire plus ample connaissance. Pendant la préparation du thé, pas besoin de parler le même langage pour communiquer, la musique suffit.
Dans un coin, une consultation médicale s'improvise, rien de grave. À l'aide de sourires et de regards, la complicité s'installe rapidement. Ce soir au bivouac, nous aurons de quoi faire griller quelques chamallows. Serge s'est chargé de la corvée de bois à sa manière. Changement radical de décor et de température, nous avons rejoint la mer et nous savourons le bonheur de rouler à marée basse sur un sable dur. La Mauritanie, c'est ça, hein, du désert à l'océan. Hein. Et c'est du sable, mais c'est pas le même. C'est la fin de journée et nous avons la chance d'assister au retour des pêcheurs. Cette côte était jusqu'ici très poissonneuse, mais leur activité est depuis plusieurs années menacée par la surpêche industrielle. Nous leur achèterons le repas du soir. Dernier briefing, oui, hein, ça y est, hein, c'est l'aventure presque finie, on va dire. Il reste une belle journée, mais l'aventure presque finie. Je voulais vraiment remercier tout le monde, vous remercier pour la confiance, pour la bienveillance, pour la gentillesse, pour le partage, pour tout. Et ça, c'est la recette pour faire un bon voyage, et pour moi, ça a été un beau voyage. Donc, je voulais vraiment vous remercier. Dernière étape. Dans une atmosphère brumeuse, nous entamons la traversée du parc national du Banc d'Arguin. Cette réserve naturelle, composée de lagunes et de petites îles, accueille l'un des plus prodigieux rassemblements d'oiseaux marins et migrateurs de la planète. Cet étonnant écosystème, protégé par leurs habitants, les Imragen, perdure depuis le néolithique. En 2 semaines, nous serons passés des mers de dunes à un océan de vagues. Et si notre voyage a forcément été marqué par le désert, son immensité et ses paysages, ce que nous retiendrons d'abord, c'est la gentillesse de sa population et son sens de l'hospitalité. La Mauritanie, également appelée Terre des Morts, dont elle tire son nom, est un pays à découvrir. Dès qu'il y a de la piste et surtout des dunes, je prends énormément de plaisir. Je suis très content d'être là et en plus que là on est vraiment, il y a une très bonne ambiance dans le groupe. C'est pas toujours le cas, mais là c'est très bien. Mets-toi dans l'eau. Des grandes valeurs pour moi, c'est bien manger. Et d'avoir des gens qui aiment partager l'humeur, il n'y a pas de problème, ça c'est ma nature. On a dit pas d'engueulade. Vu qu'elle navigue de mieux en mieux, donc on n'a pas de problème. Elle me perd plus. Qu'est-ce que j'ai préféré quand il n'y avait pas trop de sable. Et là, le bord de la mer, c'est magnifique. Et puis bon, moi j'avais pas trop l'habitude de faire la navigation, donc, mais bon, au fil du temps, ça va beaucoup mieux. Peut-être que le prochain raid, je serai au top. J'ai appris certaines choses et qui sont quand même très intéressantes pour naviguer. Qu'une trace, bon, eh bien, tu la suis, quoi, et puis tu peux pas te perdre, mais c'est beaucoup de travail. Mais une route, ça t'apprend beaucoup à naviguer. Voilà, donc on a appris plein de choses. Il y a une diversité de paysages qui est incroyable, quoi, entre l'Atlantique et puis des ergues qui sont incroyables et pas très pratiquées.
Ben, super, hein. Des belles rencontres. Ouais, vraiment un beau voyage. Avec Mousse, c'était une bonne organisation. Et puis une bonne équipe. On avait hésité un peu sur plusieurs organisations et puis on a bien choisi. Pas déçu. J'ai beaucoup aimé les rencontres, tout ce qui est bien sûr paysage, les animaux, les gens, les locaux. J'ai beaucoup aimé. Et puis la bienveillance du groupe. J'ai vraiment apprécié. Et c'est un beau voyage. Au début, c'est vrai que c'est un petit peu déconcertant. Parce qu'on voit cette immensité, on est tout seul. Faut lire le terrain et c'est ce qui est peut-être le plus surprenant quand on n'a pas l'habitude. Mais c'est très enrichissant et à continuer, quoi. Yalla, yalla. On repart les amis, yalla. Yalla la route à faire.